Alors bonjour, je suis Anne de Grotte, je suis ravie d'être là, en plus dans ce magnifique lieu. Je remercie la CCI puis le Salon Professionnel d'avoir organisé ce workshop. Et je suis aussi ravie d'être là parce que je suis une femme et je suis une professionnelle de l'accompagnement. Alors je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est le bilan de compétences. Et surtout pourquoi, ce qui était important, pourquoi le bilan de compétences n'est pas juste une simple formalité. Donc l'objectif de ce workshop, c'est que vous compreniez pourquoi le bilan de compétences n'est pas juste une simple formalité. Je vais me présenter quand même, je pense d'abord. Alors j'ai fait une reconversion professionnelle à l'âge de 25 ans, c'est très tôt. J'ai été vendeuse dans un magasin, dans une boutique, et au bout de 3 ans, je me suis lassée. Vous voyez, j'avais fait mes études, à 22 ans, je suis embauchée en CDI tout de suite en plus. Et très vite, je me suis lassée. En fait, j'avais l'impression, en tout cas le sentiment, que je n'apportais rien. À part effectivement dire bonjour, merci, au revoir, donner le produit, mais j'apportais rien d'autre. Et j'étais animée en fait dans l'idée d'aider les autres. J'avais envie d'un métier pour aider les autres. Donc je me suis reconvertie. Alors là, pour le coup, toute seule. J'ai cherché, alors que, bon, à l'époque, ça remonte, mais il n'y avait pas trop Internet, c'était pas toujours évident. Donc j'ai cherché, j'ai creusé, j'ai rencontré des gens, et je me suis dit, voilà, quel métier je vais faire. Et donc j'ai décidé, en fait, de partir dans le domaine des ressources humaines et du recrutement. J'ai été salariée pendant 12 ans. Alors, entre-temps, j'ai repris une formation, parce que j'ai galéré. Au départ, quand on est vendeuse et passée aux ressources humaines, on ne vous prend pas, c'est clair, parce qu'effectivement, on vous demande des diplômes, de l'expérience que je n'avais pas. Donc j'ai repris une formation en alternance à l'âge de 25 ans pour me permettre d'entrer en fait dans une société qui était spécialisée en recrutement et qui m'a permis effectivement de me faire mes premières armes. Donc je suis allée après effectivement dans le domaine des ressources humaines. Donc pendant 12 ans. En 2012, j'ai été licenciée économique. Voilà, ça me tombe dessus. Alors c'était assez brutal parce que du jour au lendemain, on vous dit, on vous licencie. Donc bon, voilà, j'ai eu beaucoup de réflexions. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je repars salariée? Parce qu'il y avait toujours l'idée en tête, dans ma tête de devenir indépendante. Mais est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? C'est pas évident de franchir ce cap de l'indépendance. Donc j'ai fait un bilan compétences. Là, cette fois-ci, j'ai fait un bilan compétences. Je me suis fait accompagner par une psychologue du travail. Et finalement, je me suis rendu compte que la meilleure réponse pour moi était l'entrepreneuriat. C'est ce qui me correspondait plus et surtout aussi de rester sur le métier de l'accompagnement. Ce que j'avais envie, c'était toujours l'idée d'aider les autres à se sentir bien et à leur juste place. Donc, voilà. Donc depuis 10 ans, je facilite en fait la transition professionnelle d'hommes et de femmes pour qu'ils puissent se sentir mieux au travail, mais qui ne savent pas toujours par où commencer. Donc je suis fondatrice du cabinet Assonance Conseil. Alors Assonance Conseil, c'est quoi ? C'est un cabinet, un centre de bilan de compétences. On va dire 87% aujourd'hui de l'activité est consacrée au bilan de compétences. On a 4 sites. Donc sur Hasbrook, on est plutôt dans les Flandres à la base. Hasbrook, Saint-Omer, Dunkerque, Vinodasque et bientôt Calais au mois de mai. Voilà, parce qu'on a des demandes et puis finalement, aujourd'hui, comme on a une expertise, donc on a envie un petit peu d'aller un tout petit peu plus loin dans le développement. Assonance, c'est aussi donc 800 personnes qui ont été accompagnées en bilan de compétences et 75 VAE. Alors la VAE, c'est une petite partie, mais si jamais vous avez des questions à poser, ça ne me dérange pas à l'issue de la présentation. Voilà. Alors, 9 Français sur 10, alors peut-être que vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais aujourd'hui 9 Français sur 10 ont envie de changer de métier ou de vie, c'est énorme. Et depuis la crise de Covid, j'avoue qu'on a eu un renforcement des demandes, des gens qui ne se sentent pas bien et surtout qui sont en quête de sens. Ça, c'est vraiment ce qu'on entend toujours, vous savez, c'est toujours le même discours. Je vais pas bien, je trouve pas de sens. Et beaucoup de femmes, parce que l'accompagnement, c'est beaucoup de femmes, et aujourd'hui aussi des femmes qui ont envie de trouver un équilibre entre la vie pro et la vie perso. On voit vraiment que la donne, elle a changé depuis la crise du Covid. J'aurais tendance aussi à dire qu'aujourd'hui, exercer le métier jusqu'à la retraite, c'est foutu, c'est fini. On doit s'adapter, on doit changer. Voilà. On nous dit les études, moi j'y crois pas trop, mais on nous dit qu'on va peut-être faire, alors peut-être les jeunes générations, 10 métiers dans sa vie. Je trouve que ça me paraît beaucoup. Déjà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Je crois peut-être quand même à 3, 4, je pense peut-être voire 5.
Vous voyez, mais c'est vrai qu'on voit bien que chez les jeunes générations, ils ont plus une tendance à bouger. En tout cas, ils osent plus, ils ont moins peur de bouger que, voilà, nous, voilà. Moi, même si je bouge à 25 ans, aujourd'hui, c'est quand même plus difficile. On a ses acquis, peut-être sa sécurité, c'est pas toujours évident hein, de prendre cette décision de changer. Donc voilà, donc effectivement, est-ce que vous, par contre, effectivement, on pourra en parler peut-être tout à l'heure, mais est-ce que vous avez déjà eu envie de changer de métier ou de vie aussi ? Parce qu'il n'y a pas que le métier, mais voilà, de vie, on pourra en parler peut-être tout à l'heure. Alors, j'ai une conviction forte quand même, c'est que pour moi aujourd'hui, quel que soit son métier, franchement, quel que soit son métier, son parcours, son âge, on peut changer. Changer de métier, changer de vie, faire une transition professionnelle. Moi, j'y crois, même des gens, voilà, moi j'ai des gens qui ont 55 ans, qui ont 52 ans, qui se disent « Ah, je suis foutu, je ne vais jamais trouver quoi que ce soit ». Mais si, et ça marche, voilà. Il ne faut pas se cacher, peut-être parfois avec plus de difficultés, mais on est capable de changer, on peut changer. Une autre donne aussi, je trouve, qui est important aujourd'hui, c'est pour moi la frontière entre la vie pro et vie perso, elle s'estompe. Il faut être bien dans sa vie professionnelle pour être bien dans son travail, et réciproquement, puisque la bascule, elle se fait entre les deux. Je ne sais pas ce que vous en pensez aussi, on pourra peut-être en échanger. Voilà. Alors, au sommaire du coup de cette présentation, je vais vous parler d'abord du cadre juridique. Je ne vais pas m'étaler, hein, je vous rassure, ce n'est pas l'objectif. Les démarches nécessaires, le contenu et surtout à quoi s'attendre à l'issue du bilan de compétences. Cadre juridique, 3 petites choses. Effectivement, dispositif qui existe depuis plus de 30 ans, donc c'est un dispositif qui est ancien finalement, hein, mais qui a été étudié depuis tout le long ces années, effectivement, et ça a été cadré par la loi en 1991. La loi, elle définit le bilan de compétences et surtout les phases du bilan de compétences. Elle nous dit quoi, la loi, quand on accompagne? C'est il faut faire une phase... Ah, je vois qu'il y a un morceau qui manque. Une phase préliminaire, une phase d'investigation, une phase de conclusion. Il manque un tout petit morceau. C'est pas grave? Ah, super, merci. Voilà, on nous dit les 3 phases. Après, chaque cabinet est différent et applique en fait leurs propres outils, leur propre méthodologie. Idée reçue, peut-être que vous en avez entendu parler d'ailleurs, hein, parce qu'on connaît, je pense, quand même dans son entourage, des personnes qui ont fait le bilan compétences, qui ont réalisé un bilan compétences. 2 idées reçues assez fortes pour moi, c'est le bilan n'a rien donné, ou alors on m'a dit que, voilà, ok, le consultant accompagne, on a une personne qui est assistante commerciale, je prends cet exemple-là, et bien on m'a dit que j'étais fait pour ce métier-là et que je dois rester sur ce métier-là. Voilà. L'issue, ça peut être ça du bilan compétences, hein, de rester sur son métier, mais ce n'est pas nous, les consultants, qui allons vous dire « Ah mais si, vous avez fait un test de personnalité, un test d'intérêt, bon, il est clair qu'il faut rester sur ce métier-là. » Non, ce n'est pas ça, le bilan compétences, mais alors pas du tout. Hein. De toute façon, le bilan compétences, on a toujours quelque chose. En retour, finalement, on apprend plein de choses sur soi, quand c'est bien fait. Alors, ce que n'est pas un bilan compétences, je voudrais quand même y revenir, ce n'est pas une thérapie. Il est vrai qu'aujourd'hui, on rencontre de nombreuses personnes qui sont en difficulté professionnelle. Pareil, ça c'est aussi, on voit une évolution dans cette tendance, c'est qu'on n'a plus les mêmes types de personnes qui viennent en bilan compétences. De profil, on a des personnes effectivement qui ont envie de changer parce qu'ils n'ont pas choisi le bon métier au départ, et des personnes qui sont en épuisant, voire en burn-out aujourd'hui. Avant de commencer un bilan compétences, il vaut mieux être accompagné psychologiquement, parce que c'est important, un bilan compétences, on s'engage, on s'investit, il faut quand même être bien psychologiquement. Il arrive parfois aussi qu'on rencontre des personnes en bilan compétences qui finalement détectent, parce qu'on parle de la sphère personnelle, des éléments effectivement qui peut-être les mènent en difficulté. Notre job aussi, c'est de les conseiller et de les orienter vers des psychologues si effectivement il y a des choses peut-être un peu plus d'ordre personnel qui émergent dans le bilan compétences. Mais malgré tout, ce n'est pas une thérapie. Ce n'est pas non plus une fin en soi, puisque c'est un début d'un commencement d'une nouvelle aventure. Voilà, je dis toujours, c'est notre première étape. Hein. Et après, il y a toute la suivante, qui est aussi importante et voilà, qui prend du temps. Ce n'est pas une solution non plus miracle toute faite. C'est vrai que je dis toujours, alors c'est peut-être un peu fort, mais ce n'est pas une baguette magique, parce que ça demande un investissement, un engagement, le bilan compétences. Ce n'est pas non plus une décision qu'on va prendre à votre place. Encore une fois, comme je disais, on ne va pas vous dire, bah si, ok, tu veux aller vers ce projet-là, ah ben non, il ne faut pas que tu ailles vers ça, va plutôt vers ça. Non, ce n'est pas notre job, on ne prend pas de décision, mais par contre, on est là aussi pour rassurer et pour renvoyer des choses pour que justement la personne, elle puisse identifier le meilleur projet possible. Ce n'est pas un projet utopique. Alors c'est vrai qu'on dit toujours, l'objectif c'est d'ouvrir le champ des possibles, mais malgré tout, il faut que vous soyez sur un projet réaliste et réalisable.
uniquement, parce qu'on entend aussi beaucoup des personnes qui disent oui, on va parler que du pro, que de la sphère professionnelle, on va parler uniquement des compétences, parce que bilan de compétences, effectivement, compétences. Mais ce n'est pas que ça, parce qu'on parle de la sphère professionnelle, aussi de l'équilibre. On a énormément de femmes, comme je disais tout à l'heure, qui ont leur job, les enfants. On n'a plus le temps de penser à soi en tant que femme, on n'a pas le temps. Donc, dans le bilan compétences, on travaille aussi là-dessus. Hein. Donc, effectivement, ce n'est pas uniquement orienté sur le domaine professionnel. Et ce n'est pas non plus seul devant l'écran. On me dit, vous allez me donner des exercices, je vais le faire devant l'ordi. Non, non, c'est pas ça. L'objectif des séances, c'est qu'on échange. Il y a effectivement du travail à côté à faire, mais pendant les séances, c'est vraiment de l'échange. Les démarches nécessaires avant d'entamer le bilan de compétences. Il faut se poser un certain nombre de questions. C'est hyper important. Dans quel état d'esprit faut-il être? Si vous n'êtes pas bien, ça peut être compliqué de faire un bilan de compétences. Donc c'est comment je me sens maintenant? Est-ce que je suis prête à m'engager ou aller vers un bilan de compétences? Comment je vais m'organiser? Pareil. Une femme, un exemple, une femme que je rencontre, une dame que je rencontre, en échangeant, je lui explique le bilan de compétences et elle se me dit « Ouh là là, mais comment je vais faire pour caser mes rendez-vous de bilan et comment je vais faire pour caser ce qu'on y fait à côté ?» Et effectivement, du coup, en échangeant, le soir même, elle avait terminé, on a fait notre entretien, elle a vu avec son mari en disant « voilà, tu sais, un bilan de compétences, ça demande l'engagement, ça en termes de temps ». Et ils ont décidé effectivement de trouver une organisation, notamment par rapport aux enfants, parce que c'était les enfants aussi, pour justement qu'elles puissent entamer ce bilan de compétences avec sérénité. Est-ce que je suis soutenue? Est-ce qu'on est soutenu? Si votre famille, elle ne vous soutient pas, votre mari ou votre... peu importe, ça peut être compliqué. C'est important, c'est quand même une démarche qui est lourde, hein, qui est importante. Et je dis toujours, ça c'est des questions que je pose toujours en entretien. Est-ce que vous êtes soutenu à côté? Ce n'est pas toujours le cas. Beaucoup si quand même, mais voilà, ce n'est pas toujours le cas non plus. Et du coup, effectivement, comme je disais, engagement, investissement. Et en même temps, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, au final, est-ce qu'il y a un moment idéal pour faire le bilan de compétences? Peut-être pas forcément. Et c'est à vous de choisir le bon moment. Nous, on ne peut pas effectivement choisir ce moment-là. Deuxième point qui est important aussi, avant d'entamer une démarche de bilan de compétences, c'est de pouvoir choisir son partenaire et se renseigner. Je vous invite vraiment à vous renseigner avant d'entamer une démarche de bilan de compétences. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a pléthore d'offres aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, pourquoi? Parce qu'il y a une ouverture du CPF. Et l'ouverture du CPF, tout le monde s'engouffre là-dedans. Voilà, il y a plein de centres qui se sont ouverts, super. Mais effectivement, le souci, c'est qu'il y a plein d'offres et faites attention aux offres. On a aujourd'hui sur la plateforme des CPF des bilans de compétences qui sont des bilans de compétences de 6 heures. Un bilan de compétences 6 heures, ce n'est pas un bilan de compétences. Ça, c'est clair. 9 heures, ce n'est pas un bilan de compétences non plus. Donc attention à ça. On voit énormément d'offres. Vous savez, moi, ça fait longtemps que j'ai ma société. Et avant, on était habilité par un organisme qui était le FONGECIF qui nous cadrait. On avait un cahier des charges à remplir, on devait avoir un psychologue, on devait avoir un bureau, on devait avoir ceci, voilà. Et là, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, si on est Calliope, la certification, même si elle n'est pas marrante, on peut tous intégrer, voilà, peu importe qui, finalement, le CPF. Donc, faites très attention à ça. Je vous conseille toujours de rencontrer au minimum 2 personnes. Pourquoi? Le feeling. Ça, c'est hyper important. Le feeling, il faut savoir, est-ce que ça va passer entre elle ou il, hein, parce qu'il y a des hommes, heureusement, qui font des bilans de compétences, hein, qui accompagnent en tant que bilan de compétences. Et effectivement, le feeling. Imaginez-vous que vous êtes 24 heures avec la personne et que finalement, vous ne la sentez pas trop et que vous n'osez pas dire quoi que ce soit. C'est un peu compliqué pour le bilan de compétences. Moi, quand j'ai fait mon bilan de compétences, à l'époque, j'ai rencontré 3 personnes. Alors, carrément hors de ma ville, parce que je ne voulais pas, parce que j'étais connue, je ne voulais pas être... voilà. Et j'ai choisi 3 personnes, et j'avoue, et je l'ai encore toujours en mémoire, ça fait plus de 10 ans, et une personne avec qui je m'entendais pas du tout, enfin, il n'y avait rien. Et elle était limite un peu hautaine, excusez-moi du terme, de l'expression, veuillez m'excuser, mais c'est vrai que ça ne me correspondait pas, je suis quelqu'un plutôt simple, voilà, je ne me voyais pas dire des choses, alors que voilà, j'aurais eu l'impression au contraire que j'étais limite, qu'elle allait me juger peut-être aussi, donc bon, ça ne savait pas le faire, quoi. Donc ça, c'est important, regardez les avis quand même. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'avis, Google, n'hésitez pas à regarder. Regardez aussi l'expérience, demandez l'expérience du consultant que vous rencontrez, l'expérience du cabinet. Est-ce que c'est voilà, un cabinet qui est présent depuis longtemps ou pas? Et puis écoutez, alors j'ai mis sa petite voix, mais ça peut être son ressenti. On le sent, hein. Il faut s'écouter, on ne s'écoute pas souvent, malheureusement. Mais on est tous pareils, je pense. Mais c'est important, on le sait quand on est avec quelqu'un, si finalement ça va passer ou pas.
Une chose est sûre, c'est qu'effectivement, que ce soit du distanciel ou du présentiel, relations humaines privilégiées. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a du distanciel depuis la Covid, hein. On a des offres en distanciel ou du mix. Hein. Moi, je sais que c'est pas... Moi, je suis une pro-présentielle, mais on a dû s'adapter. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même des personnes qui demandent en fait en mixte même. Moitié, par exemple, 2-3 séances en distanciel, et puis après le reste en présentiel. Donc voilà, bon. On essaie de s'adapter, mais je suis une pro-présentielle. Alors, en termes de financement, peut-être que vous connaissez, mais je vais peut-être quand même faire un petit point là-dessus. Au niveau du financement, aujourd'hui, ce que nous rencontrons, c'est principalement des salariés. On a quand même des demandeurs d'emploi ou des personnes, des agents de la fonction publique. 90% des personnes utilisent leur CPF. Si vous êtes demandeur d'emploi, je vous invite à en parler à votre conseiller. Alors, vous allez avoir des conseillers qui vont vous dire non. Alors que normalement, on a son propre CPF, on fait ce qu'on veut. Mais effectivement, voilà, vaut mieux en parler. Voilà, l'objectif, c'est d'être bien avec son conseiller Pôle emploi. Il faut lui dire, voilà, j'ai envie de faire une démarche de bilan de compétences. Ça peut être aussi un financement entreprise. Donc à ce moment-là, c'est demander un devis, un programme, donner l'employeur, et c'est prise en charge sur ce qu'on appelle le plan de développement des compétences. Si c'est par exemple des agents de fonction publique hospitalière, donc c'est le financeur, l'ANFH. Il y a un financement, tous les bilans de compétences sont financés. On a c'est rare, mais on a de temps en temps des indépendants qui veulent aussi faire un bilan de compétences. Et puis après, au cas par cas, parce que c'est pas toujours évident, toutes les personnes qui sont agents de fonction publique, mais dans l'éducation nationale. En termes de financement, c'est pas toujours simple. Donc ça, c'est un peu du cas par cas. Alors, qu'est-ce qu'on y fait concrètement? On va voir ensemble le contenu. Donc il y a plusieurs étapes dans le bilan de compétences. Alors toutes les étapes, effectivement, parce qu'on est tous uniques, c'est pas standardisé, même si, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est cadré par la loi. Ça prend du temps, il ne faut pas confondre précipitation et réussite, on en a tous envie que de savoir la réponse. Hein. C'est qu'est-ce que je vais faire demain? Voilà, donc, mais effectivement, ça prend du temps. Il faut compter à peu près, là je vois qu'il y a un petit aussi, mais c'est pas grave, il y a 3-4 mois pour faire le bilan de compétences, donc en sachant que c'est en général une séance par semaine. Il faut être dans cette dynamique. Alors nous, c'est vrai qu'on n'hésite pas à reporter des séances parce que parfois il faut du temps pour cheminer, pour faire cette phase d'introspection, pour faire aussi, on va le voir tout à l'heure, les enquêtes métiers, parce qu'il y a des choses à faire entre deux. Donc nous, on n'hésite pas à reporter. Donc voilà, 4 mois. Alors que normalement, on va dire que ça prend 3 mois, mais on peut aller jusqu'à 4. Un bilan de compétences, c'est 24 heures. Hein, le maximum, c'est la loi qui le fixe, ça nous dit on ne peut pas aller au-delà de 24 heures. Nous, aujourd'hui, on propose un bilan de compétences sur 20 heures de face-à-face et 4 heures de travail pédagogique. Alors, travail pédagogique, pour nous, c'est le travail sur le parcours, sur les compétences, mais il y a encore du travail à côté. Il faut compter quand même 1 à 2 heures de travail par semaine. Alors, c'est peut-être pas beaucoup, mais moi, je trouve que ça reste quand même beaucoup quand on a son job, ses enfants, sa vie tout court. Enfin, voilà. Donc, effectivement, on essaie de s'adapter parce que c'est important aussi. L'objectif, c'est pas d'en rajouter encore des trucs et puis finalement pas être bien. Hein, on s'adapte réellement. Première étape, la phase préliminaire. Alors, moi, j'aime bien le verbe oser parce que c'est déjà la première étape. C'est pas évident de dire, allez, je vais prendre mon téléphone, je vais appeler pour prendre rendez-vous. Oser, c'est déjà pas facile. Ensuite, on s'engage, parce que la première étape, effectivement, toujours dans le bilan compétences, nous, c'est une séance de 2 heures qu'on fait là à ce moment-là. On va définir les objectifs personnalisés. C'est-à-dire qu'effectivement, en fonction de la personne, on n'a pas les mêmes attentes. De toute façon, en général, le discours, c'est « je ne sais pas, je ne suis pas bien », c'est souvent ça. Je n'ai pas d'idée, je ne sais pas ce que je veux faire. On entend toujours à peu près le même discours. Donc, on définit en fait avec vous, et vous allez surtout définir les objectifs que vous avez fixés pendant ce bilan de compétences. Un exemple, j'ai une dame effectivement qui était formatrice, qui était du coup depuis pas mal de temps d'ailleurs, plus de 15 ans, qui n'était pas bien. Elle est venue, elle n'est pas bien. Elle ne se sent pas bien, elle se dit « bon, je ne vais pas bien, je ne sais pas quoi exactement ». J'ai une idée, en tout cas, j'ai envie de partir. J'ai pensé à éventuellement m'orienter dans le domaine médico-social et aussi j'ai pensé suivre une formation master. Voilà. Et je ne sais pas si je veux changer de métier, je ne sais pas si je veux changer d'environnement de travail. Donc les objectifs, ça a été, voilà, est-ce que je change d'orientation professionnelle? Est-ce que je change uniquement d'environnement de travail? Parce que la problématique, elle peut être beaucoup et souvent liée à l'environnement de travail. Est-ce que je reprends une formation? Oui, non. Hein, vous voyez, ou alors est-ce que je m'oriente vers le métier, dans les métiers médico-sociaux? Donc voilà, on a pas mal d'objectifs qui étaient fixés. Les objectifs, on fixe au départ, mais ils peuvent être réadaptés pendant le bilan de compétences. J'ai déjà eu des personnes qui ont été licenciées.
pendant le bilan de compétences ou qui ont demandé une rupture conventionnelle. Donc on réadapte. Ou quelqu'un qui avait vu une super offre s'est dit, bon là j'ai envie de postuler. Eh bien on réadapte. On réadapte, ça veut dire qu'on l'accompagne à faire un CV, une lettre de motivation, pourquoi pas à l'entraîner pour l'entretien de recrutement si elle est choisie. Voilà, et du coup, effectivement, après on présente la méthodologie utilisée, même si nous, en amont, on fait bien un entretien préalable gratuit de 3/4 d'heure, 1 heure. Donc ça, c'est avant la phase préliminaire. Deuxième phase, la phase la plus longue du bilan de compétences, c'est la phase d'investigation. Se révéler, j'aime bien aussi, c'est moi qui... Voilà, j'aime bien cette idée, effectivement, se révéler, la révélation, enfin, se révéler soi, et explorer. Première étape, faire le point, vous allez faire le point sur votre parcours. L'objectif, ce n'est pas d'être intrusif, de rentrer dans votre sphère personnelle, mais ça compte quand même. Vous devez, alors j'ai toujours, il vaut mieux revenir dans le passé pour mieux se projeter dans l'avenir. Il faut savoir pourquoi vous avez décidé de faire ces études-là. C'est vrai qu'on des fois on ne se pose pas la question, on a peut-être suivi un chemin tout tracé, peut-être que nos parents nous ont dit tiens vas-y, enfin voilà, il y a des injonctions, il y a des choses comme ça. Donc c'est important de revenir sur est-ce que réellement j'ai choisi le métier, voilà, est-ce que j'ai choisi un métier, pourquoi j'ai fait ces études-là, et aussi comment j'ai été élevée. Vous savez que les valeurs, je ne sais pas si vous le savez, mais elles proviennent aussi de notre éducation. Alors c'est très bien les valeurs, mais ça peut aussi nous amener à être des fois parfois en conflit de valeurs. Quand on a parfois des valeurs assez fortes, j'entends souvent les mêmes valeurs, la valeur justice qui revient assez souvent, la valeur de la bienveillance et tout ça qu'on retrouve. Du coup, on fait déjà dans ce point, on fait un point sur le parcours professionnel, parcours scolaire, extrascolaire, c'est peut-être bizarre. Mais effectivement, dans l'extrascolaire, on a des jeux d'enfants et parfois, il y a des choses, effectivement, des intérêts qui ressortent. Donc, c'est pour ça qu'on travaille là-dessus. Ensuite, deuxième chose qui est très importante, c'est dresser un état des lieux objectif de la situation. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je suis à l'emploi ou pas, ou je suis sortie. Je suis demandeur d'emploi, mais ma situation précédente, qu'est-ce qui s'est passé? On refait bien le point là-dessus parce qu'en fin de compte, il ne faudrait pas faire l'erreur de changer d'orientation professionnelle, de métier, parce que c'est finalement la difficulté, elle est liée à l'environnement de travail. Et c'est pour ça que c'est important de faire le point, pour ne pas faire d'erreur. Les gens qui ont fait... Alors, on se dit effectivement, ce n'est pas un échec, moi je trouve quand même, mais peut-être qu'ils vont changer d'orientation professionnelle et finalement, ce n'était peut-être pas la solution au final. Mieux se connaître. Alors ça, c'est une partie que j'aime beaucoup moi, dans le bilan de compétences, parce qu'on travaille énormément sur la personnalité. Alors, chaque cabinet est différent. Nous, on le fait au travers d'un questionnaire de personnalité. Alors, l'objectif, c'est effectivement, c'est que vous puissiez effectivement identifier, en tout cas, ou faire émerger votre personnalité avec vos atouts, vos points de vigilance. Qu'est-ce qui peut aussi poser problème par rapport à votre situation actuelle? Dans mieux se connaître aussi, alors par rapport à la personnalité, on fait aussi ce qu'on appelle un 360. Je ne sais pas si ça vous parle, ce qu'on appelle un questionnaire entourage. Alors, ce n'est pas obligatoire, parce que ça peut faire peur pour certaines personnes, mais je trouve que ça génial, moi. Parce que ça fait ressortir finalement plein de choses de ce que pensent les autres, en fait. Donc, nous, on en discute, de manière très objective aussi, parce que ça, c'est important. Mais ça permet effectivement de... Ah, 5 minutes, d'accord, de confirmer, je vais me dépêcher, merci. Finalement, d'avoir des éléments complémentaires. On va parler également des valeurs, des moteurs, des intérêts. On va aussi parler des compétences, parce que bilan compétences, forcément bilan compétences, c'est compétences. Et les talents, et même ce qui est caché, que ce soit dans sa sphère professionnelle ou personnelle. On va définir effectivement aussi avec vous l'environnement de travail idéal. Ça, c'est hyper important, parce qu'on est fait pour beaucoup d'environnements, mais pas tous les environnements de travail. Ça, c'est hyper important. Travailler sur les peurs, énormément. Il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui ont des peurs, ce qui est normal, peur de l'inconnu, peur de la perte financière, peur de ne pas réussir. On doit travailler ces peurs pour pouvoir effectivement amorcer le changement. Travailler sur les idées, ça c'est important. Alors il y a beaucoup de personnes qui viennent sans idées, il n'y a pas de souci, parce que notre objectif c'est de vous accompagner à faire émerger des idées. Si vous avez des idées, bien sûr, on va travailler là-dessus. Les confronter, c'est quoi? C'est confronter en faisant des interviews auprès de personnes qui exercent le métier. C'est important, c'est super beau sur papier, le métier, mais l'objectif, c'est d'aller confronter avec la réalité en faisant ce qu'on appelle des enquêtes métiers. Ça, c'est des fois des choses qui font peur, mais nous, on est là pour accompagner, pour pas mettre les gens en difficulté là-dessus. Et surtout aussi, vous accompagner dans l'identification des formations les plus pertinentes et les dispositifs de financement, parce qu'on ne les connaît pas tous, et en fonction des statuts, on peut actionner tel ou tel dispositif. Dernière phase, la phase de conclusion. Il n'y a pas de souci. Au revoir, belle journée. Donc, se projeter et poser les jalons du changement. Donc là, c'est le plan d'action.
vous allez définir un plan d'action, c'est-à-dire, voilà, j'ai pratiquement terminé le bilan compétences, qu'est-ce que je fais demain? Si on ne le définit pas, on ne va pas y aller. Hein. Et même quand on le définit, ce n'est pas toujours évident encore d'aller sur le plan d'action. Donc le plan d'action, c'est quoi? C'est on définit le besoin, ça peut être par exemple, ça va être suivre une formation. Ensuite, l'action qui est en face, c'est effectivement, je vais devoir peut-être appeler encore des organismes de formation, je vais devoir appeler Transition Pro pour le financement, voilà. Et le délai, c'est vous qui vous fixez le délai. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de trop rigide quand même, hein, sur le plan d'action. Et ensuite, vous allez élaborer la synthèse personnalisée. C'est effectivement un document qu'on vous remet qui est personnel. Hein, ça vous appartient de le donner ou non, finalement, au Pôle emploi, par exemple, ou à votre employeur, si vous avez envie. Pendant le bilan compétences, comme je disais, on peut retravailler le CV, la lettre de motivation, l'équilibre vie pro, vie perso. On peut travailler sur l'entretien pro. On peut faire plein de choses dans le bilan compétences. Nous, ce qu'on propose aussi, et c'est acté dans la synthèse du bilan, c'est le suivi à 6 mois, parce que ce n'est pas une obligation. Dans la loi, elle nous dit on peut proposer, mais nous, on l'acte dans la synthèse. Comme ça, c'est calé. Voilà. On a droit, au bout de 6 mois, effectivement, aussi de reporter, parce que parfois, on est en activité autre. Et après, on est là aussi, je dis toujours, à l'issue du bilan compétences, avant les 6 mois et après les 6 mois. Voilà. Je pense que quand on est dans des métiers d'accompagnement, si on n'aime pas l'humain, si on n'a pas envie d'être là, il faut changer de métier. Voilà. Alors, à quoi s'attendre après le bilan compétences? Déjà, la meilleure connaissance de soi. Vous allez apprendre plein de choses sur vous. Vous allez vous sentir rassuré. Vous allez gagner en énergie, en confiance. D'ailleurs, les études le montrent. Hein, c'est ce qui passe peut-être en premier dans le bilan compétences, c'est la confiance en soi. Mettre des mots aussi sur ce que vous vivez. Vous devez comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Grâce au bilan, vous allez pouvoir mettre des mots et renforcer votre posture professionnelle. Vous lancer dans un projet entrepreneurial, par exemple. Rebondir après les licenciements, trouver du sens. Ça, c'est important. Trouver du sens dans ce qu'on fait. Redonner un élan à votre carrière, prendre la décision de quitter ou non son métier ou son environnement de travail, pas toujours évident non plus, et identifier le métier surtout de ce qu'on a envie, surtout, ça c'est important, et l'environnement le plus adapté. Voilà. J'étais un petit peu vite, j'espère que ça va par rapport à cette fin. Est-ce que c'est bon? Je voyais des photos, pardon, je me permets, vous voulez que je reparte sur la slide précédente? Voilà. Alors, on a vu ensemble, du coup, pour conclure, on a vu ensemble sur cette thématique-là, du coup, le cadre juridique, même si j'étais assez rapide, heureusement d'ailleurs, apparemment, les démarches nécessaires, le contenu et à quoi s'attendre après le bilan compétences. Et du coup, j'espère que vous avez compris aussi pourquoi finalement le bilan compétences n'est pas juste une simple formalité. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.